Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Il est toujours d'humeur égale et la canicule ne le touche pas. David Doucan est avec nous, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Le titre, c'est Passion, au pluriel, un récit autobiographique qui raconte 30 ans de vie politique. L'auteur s'appelle Nicolas Sarkozy. Confessions et portraits saignants, tout le monde n'en sort pas indemne. Aurélie Herbemont nous a sélectionné les meilleurs extraits. La France à chaud, cela dure depuis 4 jours et ce n'est pas terminé. Initiative du groupe Accor. Les hôtels ouvrent leurs portes aux personnes âgées pour qu'elles puissent profiter de la climatisation. Le président directeur général Sébastien Bazin sera avec nous dans un instant. Et puis la Coupe du Monde féminine de football, l'arbitrage dans le collimateur, décisions absurdes, même avec la vidéo, la polémique fait rage. Et puis une terrible photo d'un papa et de sa petite fille morts sur les rives du Rio Grande. Impact politique maximal aux États-Unis. Ce nous dira Vincent Herouette à 8h12. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Europe 1. 200 000 exemplaires arrivent ce matin en librairie. Cela s'appelle Passion, au pluriel. C'est un récit autobiographique et l'auteur s'appelle Nicolas Sarkozy. L'ancien président raconte 30 ans de vie politique. Le style est très personnel, la plume acérée. Le livre regorge de portraits saignants. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Vous l'avez lu ce livre Aurélie, cette nuit. Oui. De nombreuses personnalités en prennent pour leur grade. Ah oui, pourtant, dès les premières pages, Nicolas Sarkozy promet un livre sans acrimonie ni méchanceté. Alors j'en ai quand même relevé quelques-unes. François Fillon, cassant et rancunier, il a été puni par là où il avait péché. Ségolène Royal, elle peut sans sourciller dire à peu près n'importe quoi sur tous les sujets. François Bayrou n'est pas épargné, mais c'est par la voix de Simone Veil qu'il s'en prend à lui. Nicolas Sarkozy raconte qu'à ses yeux, il personnifiait les trahisons successives. Dès qu'il s'agissait de lui, elle se livrait sans retenue, concluant invariablement par « et en plus, il se dit chrétien », le tout dans un immense éclat de rire pour signifier l'étendue de son mépris. En fait, ils sont nombreux à avoir droit à des mini-portraits pas très flatteurs. Alain Juppé était davantage le collaborateur de Chirac qu'un homme politique véritable. Jean-François Copé a une réelle propension à susciter l'antipathie. Ses successeurs ont aussi droit à quelques lignes avec 2 tonalités très très différentes. S'il fustige la brutalité de François Hollande, il vante au contraire la délicatesse d'Emmanuel Macron. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Merci à vous Aurélie. Canicule, jour 4. Oui, ce sont désormais 78 départements placés en vigilance orange. Les températures vont encore grimper. Les records de chaleur sont attendus pour la fin de semaine avec pollution à l'ozone et risques sanitaires. Actuellement, en visite officielle au Japon, Emmanuel Macron a établi un lien direct entre ces phénomènes météorologiques et le dérèglement climatique global. On l'écoute. On va devoir faire face à ces situations de chaleur forte, parfois de plus en plus longues, avec des pics qui seront de plus en plus hauts, qui sont la conséquence de tout ce qui s'est fait ces décennies passées, et donc qui suppose de s'organiser différemment. On va devoir construire différemment, se comporter différemment, parfois se vêtir différemment quand il y a ces pics-là. C'est une adaptation de la société de ces pratiques. Donc ça, j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, c'est quelque chose qu'on doit faire. Emmanuel Macron avec l'envoyé spécial d'Europe 1 au Japon, Jean-Rémy Baudot. Le chef de l'État a aussi été interrogé sur les tensions entre Renault et Nissan. Il a rejeté l'idée d'une baisse de la participation de l'État dans Renault. La canicule, c'est aussi une forte consommation d'eau. Oui, avec dans certains de nos territoires des réserves qui baissent vitesse grand V. C'est le cas dans la région de Valenciennes où la préfecture a décidé de prendre des mesures pour éviter toute rupture d'alimentation. Le reportage de notre correspondant dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. C'est en prenant sa douche en fin de journée que Leïla, habitante de Vieux-Condé, a constaté une très nette baisse de la pression de l'eau au robinet. C'est pour ça que j'ai bien regardé mon robinet tout bêtement. Je me suis dit tiens, il n'y a pas de pression quoi. Je l'ai ouvert un maximum et puis j'ai même changé la rotation au niveau de la poire quoi. Je me suis dit non, il n'y a rien à faire. Dans le Valenciennois, les réservoirs des châteaux d'eau sont au plus bas. La faute à une augmentation de la consommation de 30% sur les 3 derniers jours. Des particuliers, des entreprises, des collectivités. À cela s'ajoutent les ouvertures de bornes incendie qui peuvent faire perdre à chaque fois des dizaines de mètres cubes d'eau. Alors les autorités en appellent au civisme, pas d'arrosage des pelouses ni de remplissage des piscines, même gonflables. Renaud Camus, directeur de Suez dans le Nord, espère que cela permettra d'éviter le pire. On a mis tout en œuvre pour optimiser au maximum la capacité de production, gagner quelques centaines de mètres cubes par jour. Ce qu'il faut faire, c'est que chacun des usagers, les communes, les industriels, les usagers particuliers, réduisent leur consommation vraiment au strict nécessaire, ce qui devrait nous permettre de regagner progressivement de la capacité et de faire face pour les prochains jours. Mais attention,
attention aussi à l'effet Coupe du Monde de football. Une surconsommation d'eau du fait de la fréquentation hôtelière. Et samedi, on attend encore plusieurs milliers de supporters à Valenciennes pour un quart de finale. Reportage signé Lionel Gougelot pour Europe 1. Nous allons maintenant passer un coup de fil au PDG du groupe Accor. Bonjour Sébastien Bazin. Bonjour. Vous avez décidé d'ouvrir vos hôtels à partir de 9h ce matin et jusqu'à samedi soir aux personnes âgées pour qu'elles puissent profiter de la climatisation. On a surtout décidé de enfin faire quelque chose pour ceux qui sont proches de nous, alors que ça fait 50 ans qu'on fait quelque chose pour ceux qui viennent de loin. Donc voilà, on a des espaces qui sont libres pendant toute la journée, qui sont climatisés, il y a des gens qui en ont besoin. Voilà, c'est le moment de prendre cette initiative et faire ce que le plus grand nombre puisse venir. Et nos collaborateurs, franchement, ils ont le cœur attaché à leur service depuis 50 ans, donc ils sauront faire ça différemment selon les marques et selon les villes. Mais voilà, c'est juste un élan de générosité vers ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous savez dire, Sébastien Bazin, combien de personnes vous pouvez accueillir dans ces salles rafraîchies ? Écoutez, 1700 hôtels, ça peut être sûrement 10 000 personnes. Oui. Aller jusqu'à 10 000 personnes. Et on se souvient des chiffres de la canicule de 2003 où 15 000 de nos concitoyens avaient perdu la vie. Donc ça fait la différence. J'imagine que vous aviez pensé à cela aussi. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout réfléchi en nombre. C'est quoi Non, mais je veux dire à l'idée que certains ont pu perdre la vie en 2003. Donc vous faites aussi, vous agissez aussi dans ce sens-là. C'est ça que je voulais dire. On est d'accord. Voilà. Non, voilà, on a réfléchi en disant il y a des gens qui en ont besoin. Ne sont pas chez eux. Nos espaces sont là, ils sont libres, c'est facile, c'est ouvert. Encore faut-il le faire savoir. Voilà, et si ça peut prendre de l'ampleur et si on est dépassé, ça veut dire tant mieux. Et concrètement, si une personne, par exemple, qui nous écoute ce matin, se présente à l'hôtel, elle vient avec sa pièce d'identité, elle vient à la réception, elle dit voilà, comment ça se passe ? On n'a pas besoin de pièce d'identité, elle vient, elle dit qu'elle a besoin de se rafraîchir, de s'asseoir, de se reposer. Tout simplement, en fait, oui. Bien sûr, et puis on a exprès été sur les populations les plus vulnérables, les plus fragiles avec les personnes âgées pour éviter effectivement que tout un chacun puisse rentrer. Mais bon, un hôtel est un lieu ouvert dans lequel on accueille les gens. Donc, l'initiative du président directeur général du groupe Accor, Sébastien Bazin, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. J'ajoute, Nikos, qu'en raison de la pollution, notamment à l'ozone, la circulation différenciée est reconduite à Paris et à Lyon et elle est déclenchée à Marseille et Strasbourg. On continue dans le journal de David Doucan avec la campagne présidentielle aux États-Unis, la primaire démocrate qui bat son plein. Oui, 20 candidats en tout et donc un débat télévisé en 2 parties cette nuit. Les personnalités les moins connues, Donald Trump, depuis son avion en route pour le G20 au Japon, a tweeté un seul mot, boring, ce qui signifie en anglais ennuyeux. Avec nous, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis, le deuxième débat. C'est ce soir, et cette fois-ci, Xavier, avec les poids lourds. Et on va assister notamment à l'entrée en lice des cadors comme Joe Biden. Exactement, l'ancien vice-président de Barack Obama sera placé au centre du demi-cercle de candidats dans ce méga show télévisé, car Joe Biden est le grand favori des sondages pour l'instant. Son message tient en une idée simple qu'il devrait marteler ce soir: je suis le meilleur pour battre Donald Trump. Et il sait que c'est la première préoccupation des électeurs démocrates, selon les enquêtes d'opinion. À côté de lui, Bernie Sanders, le vieux sénateur du Vermont, jouera sa carte à gauche toute. Ça avait failli marcher contre Hillary Clinton la dernière fois. Viennent ensuite les outsiders les plus sérieux. Le surprenant Pete Buttigieg, maire d'une petite ville du Midwest, ouvertement homosexuel, ancien militaire en Afghanistan et polyglotte. Vous l'avez déjà entendu parler en français sur Europe 1. À surveiller aussi Kamala Harris, la pugnace sénatrice de Californie, ancienne procureure et fille d'un Jamaïcain et d'une Indienne. Les autres, les plus petits, vont tenter de se faire remarquer, tout comme les candidats moins connus hier soir, parce que l'enjeu de ces débats, c'est la survie. Il faut donner envie à ceux qui regardent de donner de l'argent pour sa campagne, car elle va être longue jusqu'au premier vote dans l'Iowa en février 2020. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci à vous, Xavier. Vincent Herouette, je vous écoutais pendant le reportage. Oui, on va parler de la campagne des primaires démocrates parce que la photo de la noyade des 2 petits migrants de ce père et de sa fille dans Rio Grande a été évidemment instrumentalisée immédiatement par les démocrates en campagne. La Coupe du Monde féminine de football, pour terminer. Oui, avec cette polémique qui monte sur l'arbitrage, les 8e de finale ont été marqués par plusieurs décisions, disons, très difficiles à comprendre. Cyril de la Morinerie.
Un pénalty imaginaire des États-Unis confirmé par l'arbitrage vidéo. Une main involontaire dans la surface de réparation qui élimine le Japon. Un but refusé pour une prétendue faute de Valérie Gauvin sur la gardienne brésilienne. Dans cette Coupe du Monde, on assiste à une multiplication de décisions absurdes. La règle semble primer sur l'esprit du jeu. Pourtant, le patron des arbitres, le très médiatique Pierluigi Collina, se dit satisfait de ses arbitres et de l'apport de la vidéo pendant cette Coupe du Monde. Je suis heureux d'avoir quelque chose qui aide les arbitres. Et je suis également heureux, si j'arbitre, d'avoir une aide si je commets une erreur, parce que c'est une part de notre condition humaine. C'est mieux d'avoir quelque chose qui aide tout le monde. Et nous l'avons. La VAR casse pourtant le rythme de certaines rencontres, entraîne des prolongations à rallonge, mais la FIFA ne fera pas machine arrière. Tout juste a-t-elle temporairement suspendu l'application d'une nouvelle règle polémique sur la position des gardiennes lors des pénaltys, qui les obligeait à mettre au moins un pied sur la ligne. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.